Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Trois invités plus précisément aujourd'hui. Vincent Lagaffe sera avec nous pour parler de cette émission pour laquelle il était venu l'année dernière, SOS Garage, c'est la saison 2. Et puis dans un registre totalement différent, un documentaire qu'on a adoré dans le supplément média, La génération des enfants du rock. C'est à voir en replay, ça a été diffusé la semaine dernière, mais on a tellement aimé qu'on vous propose d'entendre les réalisateurs de ce doc. Pas si différent. Pourquoi tout de suite, pourquoi j'ai dit ça avant, il y avait de la pub à une certaine époque. Bon, ça vous revient. Ouais, ça me revient. Alors, pas si différent que ça, parce que la Gaffe a eu l'énorme succès dans les années 80-90. Musique, là, on passe du garage à la musique. Enfin, quoi qu'il y ait eu Beau le lavabo. De la musique, oui, absolument. Alors, enfin, un standard. Je ne sais pas si on l'a en ligne. Non, on l'a pas en ligne. On a Vincent Lagaffe avec nous, non? Si, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment ça va? Pas terrible. Pas terrible, ouais, on entend ça. Vous êtes malade? J'ai une pneumonie qui s'est déclarée et je supporte pas l'antibiotique. Donc hier j'ai passé une grande partie de la soirée dans les toilettes. Bon, écoutez, merci. Oui, il est beau le lavabo, pardon. C'était facile. Mille merci d'être là, mille merci d'honorer ce rendez-vous et d'être là. Avec Valérie, on voulait vraiment vous remercier parce qu'on sait que vous êtes souffrant et merci de faire l'émission. Merci d'être avec nous pour parler de la saison 2 de SOS Garage. Qui est formidable. Alors moi qui suis pas mécanique, je peux vous dire que je sais pas pourquoi, mais ça me passionne à chaque fois parce qu'il y a de l'humain, parce qu'il y a il y a plein de choses dedans. On va en reparler avec vous dans un instant, mais c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, ce soir à 18h, entre ici, Issey Manoukian. Vous voyez la référence entre ici et Jean Moulin? Ça sera la cérémonie au Panthéon, fusillée en 1944. À ce moment-là, sa femme, elle, a été cachée, vous savez par qui? Non, par Charles Aznavour. Oui, les Aznavouriens. C'est les parents de Charles Aznavour. Charles Aznavour, oui, absolument, la famille. Qui ont caché sa femme. Astrid Attamian a raconté cette histoire à Caroline Roux. C'était dans C'est sa petite fille, à Manouchian. Exactement, c'était Danser dans l'air. Ils étaient très amis avec les Aznavourians, qui étaient justement communistes, qui fréquentaient les mêmes cercles, et ils vont la cacher justement, et ils vont prendre des risques pour la cacher. Lui est fusillé en 1944 par les Allemands. Il refuse qu'on lui bande les yeux. Dans cette lettre, il écrit à sa femme et il lui dit ceci: je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Oui, c'est assez visionnaire d'écrire ça, et 80 ans après son exécution, la République lui rend hommage. C'est très beau. Et vous verrez ça sur toutes les chaînes qui basculent ce soir en édition spéciale pour retransmettre cette cérémonie. L'affaire Alexia Daval est de retour sur la scène médiatique. Alors là, on en entend partout parler avec le procès que fait Jonathan à la famille d'Alexia. Hier, le réalisateur, alors, je précise du documentaire, parce que hier, je veux corriger mon erreur, j'ai parlé de fiction. Il s'agit bien d'un documentaire diffusé sur Canal+. Il a mis les points sur les i, c'était sur France 5. Déjà, je vais vous dire une chose, c'est qu'il faut juste se resituer les choses. Alexia, elle a été massacrée. Elle a pris 15 coups de poing, elle a été étranglée, elle a été traînée au sol, elle a été brûlée. Donc les parents d'Alexia n'ont pas besoin d'inventer de fausses choses. Le drame, l'horreur leur suffit. Donc ils n'ont pas besoin de faire croire qu'il est plus méchant qu'il n'est déjà méchant. Il est méchant. Vous suivez les faits divers, Vincent ? Non, honnêtement non, et je les fuis même un peu. Le soir, je regarde un peu la télé pour m'endormir, et je m'aperçois que sur 24 chaînes, il y a 26 chaînes, il y a bien souvent 8-9 chaînes où c'est que de la gendarmerie, de la police, des gens, des cas sociaux, des mecs qui ont des problèmes, la drogue, la violence. Donc non, je fuis un peu tout ça, et je suis plus à la recherche des pyramides d'Égypte, des alien théories, etc. Vous regardez les docs, donc principalement vous regardez des fictions. Qu'est-ce que vous regardez à la télé en dehors de ça? Je suis très malheureusement pour la première fois de ma vie hier, je n'ai pas regardé Koh-Lanta. Je suis un fou furieux de Koh-Lanta. J'adore cette émission. J'adore l'aventure d'une manière générale. Mais il est vrai que oui, j'aime bien les films à grand spectacle où il n'y a pas à réfléchir. J'aime bien les grands films américains. Je suis pas très Marvel, mais enfin je
je regarde un film pour un comédien, je regarde un film je regarde un John Wick, je regarde un Denzel Washington, je regarde les Expendables, voilà. J'aime bien ces grands films à grand spectacle où on se met devant l'écran et on réfléchit pas pendant 2 heures. Vous auriez été super dans Koh-Lanta. Pourquoi on vous l'a pas proposé ou vous auriez aimé le faire? C'était compliqué. Je crois que depuis 25 ans, mon ami Denis le fait très très bien. Et j'ai toujours dit à LP, j'ai toujours dit à Alexia, le jour où il se casse la jambe, vous pouvez compter sur moi. Maintenant, s'il se casse pas la jambe, peut-être que je serai juste derrière lui. Voilà, pour le pousser sur le poteau. Mais y participez, vous? Pardon ? Pour y participer en tant que candidat, s'il y avait un genre de All-Star Koh-Lanta? Honnêtement, je suis plus dans une forme physique qui me permettrait de le faire. J'ai fait une fois avec Marine l'Orphelin l'île des Robinson pendant une semaine où je me suis vraiment bien amusé. Et puis après des rallye raids, j'en fais beaucoup. Je pars beaucoup à l'aventure. Je pars beaucoup 3-4 jours en autonomie complète. Mais là, quand on fait un truc comme Koh-Lanta, c'est pas juste de l'aventure. C'est se surpasser. C'est aller au-dessus de toi, au-dessus de. Non, c'est pas une balade, c'est un exploit sportif. Ouais. Hier, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, Valérie était très en colère. Alors, je sais pas si vous avez vu cette info de la mairie de Paris qui finance des profs de karaté à Madagascar, des ruches au Togo. Alors, ça fait un peu scandale. Gilles Verdez a tenté de défendre Anne Hidalgo. Cyril Hanouna a vu rouge, mais vraiment rouge. Alors, attaquez tout, mais pas les ruches au Togo. Mais pas les ruches au Togo. On rigole et c'est pas lui rendre service parce que c'est un fou ce mec. Quel rapport de donner 10 000 € à des ruches au Togo? Pourquoi? Non, mais écoute-moi bien. Écoute-moi parce que là je vais pas rigoler avec toi là. Hein, non mais je te le dis, les 10 000 €, il ferait mieux de les prendre pour des sans-abri qui en ont vraiment besoin. Sûr. Et les 10 000 € pour la globe là, promouvoir l'intégration sportive des jeunes au Sénégal. Déjà là j'ai 80 000 € là en tout que je donne à des sans-abri. Tu veux que je te dise parce que c'est nous qui nous occupons des sans-abri pendant qu'elles font rien. D'accord? Non mais je te le dis, Gilles Verdez. Alors arrête de dire des conneries s'il te plaît. Quand il y a des mecs qui crèvent la dalle et qui sont dehors et qui sont dans le froid et qui ont pas pour vivre ni pour manger ni rien du tout, et ben quand on fait ça, Gilles Verdez, on veut bien rigoler avec toi 2 minutes, mais ça nous fait pas rire du tout, je te le dis. Donc voilà, colère de Cyril Hanouna. Un spectacle dans le spectacle, ça va vous plaire Valérie. Vendredi dernier, Jean-Pierre Raffarin, vous savez ce qu'il a fait Jean-Pierre Raffarin? Chanter du Johnny. Oh, bravo Valérie. Il fait que ça. Je vous reconnais. Il a visité l'exposition de Johnny Hallyday, forcément. Hein. Son cœur de rocker a parlé, c'était sur la chaîne du Figaro TV. Johnny, c'est la vie. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Au Francophonie, je suis allé le saluer avant. Quand il arrive dans sa loge, il me dit « J'ai décidé une chose. Je vais te demander de venir chanter Que je t'aime sur scène. » Non. J'ai dit « Non, fais pas ça. » Et il me dit « Si, je vais te faire ça. Je veux que tu chantes Que je t'aime. » J'ai passé beaucoup de temps avec Johnny et je l'ai invité à Matignon. Et on a parlé de la communication avec les foules. Voilà. Vous avez bien connu Johnny, Vincent, ou pas? Non, du tout. Moi, je l'ai croisé trois fois. Je l'ai croisé une fois sur le plateau de Sacrée Soirée. J'étais au bord du plateau, au bord de la scène. Je regardais je ne sais plus qui, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné, et là, il y a un monsieur qui m'a dit « Il va falloir que je passe par là. » Donc je me suis effacé et voilà. Et puis une fois j'ai été accueilli dans son restaurant. Il avait un restaurant à l'époque dans Paris et il était d'une discrétion absolue. Et j'avais dîné avec mon attaché de presse qui était également son attaché de presse et son meilleur ami Gilles Paquet. Et puis à la fin il est venu nous voir. C'était la grande époque du Big Deal. Et puis il m'a dit « Je dois te dire que tu chantes très bien mes chansons. » C'est les deux seules fois où j'ai croisé cet homme-là. Ouais. Vous êtes un enfant du rock ou pas? Puisque tout à l'heure, on va parler de cette génération enfant du rock. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces années 80? Ah bah complètement. Moi, j'ai grandi là-dedans. Dans les années 80, j'étais au Club Méditerranée. Et c'est vrai qu'on était complètement dans les soirées rock'n'roll. Ouais. Alors, je sais pas si c'était, il y avait du, c'était rock'n'roll. Bien sûr. Alors, justement, comme tout à l'heure, on va en parler, de ces années de folie de musique avec les deux réalisateurs. Je vous ai mis Caroline Loeb qui participe à ce documentaire. C'est la What qu'elle préfère. De toutes les matières,
C'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi, de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. Je vous ai entendu chanter, Vincent. C'est la ouate. Même avec une pneumonie, il chante. C'est un surhomme. Vincent Lagaffe sera avec nous dans un instant pour parler de SOS Garage. Et d'Éric, qui est tellement émouffant dans le premier épisode qu'on va voir ce soir. Non, d'Éric. L'inspecteur d'Éric. Non, d'Éric. Non, d'Éric. À tout de suite avec Vincent Lagaffe. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vincent Lagaffe qui est avec nous malgré une pneumonie. Merci d'être là, Vincent, avec nous ce matin. Avec plaisir. Pour parler donc de SOS Garage saison 2. Je rappelle qu'il y a votre autobiographie qui est parue aux éditions XO. Je m'appelais Franck. Je le recommande à tout le monde. On en avait parlé quand vous étiez venu la dernière fois. On avait parlé de votre vie absolument incroyable et c'est important pour vous connaître, de lire ce livre dans lequel vous vous êtes vraiment confié. Là, on passe au garage, SOS Garage. Je disais que c'était une émission ça me fascine parce que parfois on regarde pas toujours, on regarde un peu, mais là j'ai regardé en entier parce qu'on est vraiment embarqué par cette histoire. Vous êtes avec Thierry Muscat, qui allait un petit peu partout en France pour aider des garagistes qui sont au bord de la faillite. Alors là, je sais pas comment vous les trouvez, mais celui du premier épisode, Éric, vous arrivez, vous dites après c'est la favelas, quoi. Il y a plus rien à faire. C'est incroyable. Mais j'ai vu, quand j'étais dans les pompiers, j'ai vu des squats en meilleur état. Ouais. J'ai jamais vu ça. C'est une crasse absolue, c'est un dysfonctionnement. Il y a un putain d'écho dans notre studio. C'est vous qui avez un écho parce que vous êtes un petit peu en haut-parleur, c'est pour ça. Mais non, moi je suis. Non. Bref. Bon, allez-y. Et ce qui me plaît dans cette émission, c'est que c'est pas simplement de la mécanique, il y a aussi vraiment une partie humaine, une partie psychologique. Parce que là, le gars, c'est pas simplement la peine de lui changer sa servante, de lui mettre un pont et de lui mettre un coup de peinture. Ce qu'il faut, c'est lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête d'être aussi gentil. C'est même pas qu'il est gentil, c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais là vraiment il est trop con, trop bon, trop con. Ouais. Oui, mais vous pensez qu'il faut être méchant pour devenir un businessman? Parce qu'on sent une humanité. Allez, tiens, je te donne une roue en plus, je te donne un truc en plus. Ouais, entre être méchant et être trop bon, il y a un monde. Hein. Ouais. Là, il y a beaucoup de gens. Moi, j'en ai vu un qui est arrivé pendant le tournage, qui nous a dit je viens chercher une boîte de tarot. Et Éric, lui, nous disait que bien souvent, les gens venaient lui chercher des outils et les lui ramenaient quand ils avaient le temps, et bien souvent, c'est lui qui devait aller les chercher. Donc j'ai dit au mec, non, à partir de maintenant, c'est fini. Si tu as besoin d'une boîte de tarot, tu viens avec la voiture sur une remorque, tu fais ta réparation ici, tu lui glisses une caisse et tu repars aussi sec. Ouais. Mais le mec, il l'a mal pris. J'ai dit, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Ouais, parce que tant que je suis là, c'est comme ça. Éric, donc ce mécanicien, il vit et ce qui est le plus triste, c'est ce que vous dites aussi, Vincent, dans l'émission, c'est l'endroit où il vit. Il est dans un endroit qui est limite, plus que limite insalubre. Et mais c'est même pas limite insalubre. C'est juste, on n'a pas le droit. Mais même ces chiens qui vivent là-dedans. Mais c'est une crasse à sortir à la ralette, au burin. Ouais. Mais vraiment, il vit, comme son garage est très grand, que ses toilettes sont à l'autre côté du garage, il vit avec un bidon de 25 litres de pisse plein à côté de son lit. Ouais. Non, et puis le garage qui est une sorte de casse, et ce qui est formidable, c'est ce que vous dites, c'est l'humain, et c'est pour ça aussi que cette émission est intéressante, c'est la solidarité qu'il peut y avoir, c'est l'accompagnement, parce que c'est une émission de télé, sauf que à l'arrivée, il y a une vraie aide pour ces gens. Pour préciser à nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu la saison 1, le principe de SOS Garage, c'est un peu comme Cauchemar en cuisine, mais Cauchemar en garage, avec son comparse Vincent Lagaffe va redresser des garages en difficulté, essayer de leur redonner à la fois, ils vont le repimper et puis mettre des choses nouvelles dedans pour justement qu'ils puissent relancer le business. Et il y a un cas, ça va être tous les mercredis. Ouais. Et vous êtes reparti donc pour cette saison 2. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans ce SOS Garage? Qu'est-ce qui vous plaît?
C'est le avant-après. Ouais. C'est la gueule que fait le mec quand on arrive, parce qu'il a presque honte de lui. Ouais. Et quand on repart, il est complètement emballé. Mais vous disiez un truc très juste tout à l'heure. Vous preniez plaisir à regarder cette émission alors que vous n'êtes pas forcément une personne de mécanique. Non. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette réflexion et qui m'ont dit vous apportez ce côté humain qui fait que même si on n'aime pas la mécanique, on s'intéresse à la mécanique parce qu'on s'intéresse à l'esprit et à la manière de vivre de ce mécanicien. Absolument. Et on a quelque chose, une alchimie qui prend. Moi, j'aime beaucoup, d'une manière générale, j'ai toujours aimé donner un coup de main, j'ai toujours aimé rendre service. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être, c'est peut-être un peu pompeux, mais d'utilité publique. Ouais. On arrive, le mec, il est, mais là, honnêtement, et il nous l'a dit, je sais pas s'ils l'ont gardé dans le montage de l'émission, mais il est à 2 doigts de la corde. Ouais. Oui, il en parle. S'il tient debout, c'est parce qu'il y a ses chiens. Ouais. S'il n'a pas ses chiens, il se fout en l'air, mais il se fout en l'air 20 fois. Et depuis le tournage, vous avez eu des nouvelles? Oui, alors, il a remonté sa piole, là où on avait démonté l'escalier pour pas qu'il remonte dormir dans ce gourbi, et on lui avait trouvé la possibilité d'aller dormir chez un ami, mais ça le gênait parce qu'il voulait pas laisser ses chiens au garage, il voulait pas amener les chiens chez l'ami, donc je crois qu'il a pas replongé dans la crasse, mais il a replongé dans la simplicité. Pour lui, ça lui facilitait la vie que de dormir à même son garage. Mais même dans l'histoire de la loi, on n'a pas le droit de dormir là où on travaille. Oui. Voilà, c'est très compliqué, mais bon, de temps en temps, il faut savoir un peu fermer les yeux. Ouais. Et je crois que certains pouvoirs publics ont fermé les yeux là-dessus. Ouais. Mais ouais, je prends un grand plaisir à tourner cette émission. On en a fait des très belles. Il y en a une aussi qui se passe dans l'Est, chez un forain mécanicien, casseur, ancien champion de kickboxing, et puis le plaisir de bosser avec Thierry Muscat qui, curieusement, c'est moi qui m'appelle la gare, mais des fois il nous en fait, et elles sont énormes. Ouais. Je vais vous en raconter une qui m'a fait mourir de rire. Ce forain mécanicien a 2 filles qui sont, comme on dit dans le métier, des avions de chasse. J'ai rarement vu des filles aussi belles. Elles ont 21 et 24 ans. Elles sont belles comme tout, mais vraiment belles comme tout, et puis elles se pomponnent un peu pour la télévision. On est au déjeuner en pleine semaine, et puis à la fin du déjeuner, alors qu'il y a une grande table, il y a 25 personnes autour de la table, toute sa famille du mécanicien est là, et puis le réalisateur, Pipou, nous dit, bon, je mets les caméras en route, et puis on y retourne. Et 5 minutes après, il y a mon Muscat qui regarde les filles qui fait « Bon, eh ben on va se mettre au tapin ?» Et tu lui dis non, tu veux pas dire. Ouais. Ah oui, le papa, il fait 120 kilos, il est ancien champion de kickboxing, il a aucun humour. Donc c'est turbin. Et là, il rajoute, ouais, bon, elles vont bosser, quoi, c'est pareil. Ah ouais. Voilà. Mais Thierry, voilà, Thierry, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de nature, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un. Voilà, on est vraiment un duo qui se complète très bien. Il y a beaucoup de garages dans cette situation. C'est incroyable. J'en reviens pas. J'imaginais pas que cette profession puisse être dans un tel état de délabrement. Il y a toujours le petit garage de campagne avec un peu de terre battue, avec des établis en planche, en madrier, mais des garages qui ont pignon sur rue dans des grandes villes. Oui, il y a des trucs. Tu te dis mais comment les mecs arrivent à vivre là-dedans? Et puis c'est une spirale infernale. Ces gens-là ils sont tout seuls. Pardon. Ils sont tout seuls dans leur garage. Ils font l'accueil, les réparations, le stock, le ménage. Enfin, le ménage, non, il y a longtemps qu'ils ont laissé tomber. Mais ils font absolument tout seuls. Et ils s'en sortent pas. Et pour s'en sortir, ils se rajoutent un point relais où ils vont donner des colis. Les mecs, ils sont à l'agonie complet. Ouais. Alors, il y a Véronique qui nous dit, Vincent, est-ce que vous pouvez venir en Haute-Garonne? Mon fils attend un prêt. Il s'est vu refuser son prêt à 15 jours de prendre son garage. Je ne sais pas si vous pouvez... non, mais on peut l'envoyer à la production. Alors, non, ce que je peux lui dire, c'est qu'il y a une boîte de casting, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a une boîte de casting. Il faut contacter RMC Découverte. Il y a une boîte de casting qui s'occupe de gérer toutes ces demandes. Et puis, on envoie quelqu'un là-bas. On fait le constat. Et si vraiment il a besoin d'un coup de main, à ce moment-là, on y va. Ouais. Maintenant, on peut en aider 5 ou 6 dans la saison, pas plus. Et vous recevez combien de demandes, vous le savez?
Oh, si vous saviez. Ouais. Non, je vais pas dire des centaines, mais franchement, si, pas loin d'une centaine de demandes de garage tous les mois. Donc sur l'année, on a bien 500-600 garages qui demandent un coup de main. Après, il faut aussi se méfier parce qu'on est dans une époque maintenant où on essaie de s'en sortir de toutes les manières que ce soit. Il y a aussi un peu des escrocs qui veulent se faire remettre leur garage en état et puis 15 jours après, qui vont le vendre. Qu'est-ce que pour parler de télé, vous avez vu que Éric Antoine va reprendre le juste prix. Vous m'avez l'herbe sous les pieds, j'avais demandé combien coûte un pneu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du retour du juste prix? Je l'ai appelé personnellement, il fallait absolument que je trouve son téléphone, je l'ai appelé et je lui ai dit combien j'étais content qu'il reprenne ce format qui est un format exceptionnel. C'est vraiment... C'est une stariste. Elle est géniale. Elle vit dans le monde entier depuis plus de 50 ans. Patrick Roy, Max Meignier, Philippe Risoli, moi-même, lui. Non, vraiment, mais je lui ai dit combien j'étais content. Je pense que j'irai bien faire une connerie avec lui sur M6. J'aime beaucoup ce garçon. Je trouve suffisamment barré pour pouvoir amener une vraie touche personnelle à ce programme. Et vous, quand est-ce qu'on vous revoit dans une émission régulière? C'est en pourparlers en ce moment, justement, sur ces découvertes. Il y a plein de choses qui vont peut-être se profiler à l'horizon. Il serait peut-être temps, j'ai 65 ans et il y a bien un moment, il va falloir que je raccroche les gants. Tant que vous avez l'envie, faut continuer. Oui, c'est vrai. Et après, je me regarde le matin dans la glace quand même et je me dis, mais dans quel état tu es et tout ce que tu as fait, mais arrête un peu, calme le jeu. Votre genou, comment ça va? C'est la dernière fois qu'on s'était vu. C'est pas le genou, c'est la cheville. C'est la cheville, ouais. Comment ça va? Maintenant, ça va, je boite comme un vieux, je boiterai toute ma vie, mais très très légèrement. J'ai arrêté le flyboard et j'ai vendu tout matériel parce que ça devient dangereux avec ma condition physique. Donc voilà un sport que je n'exerce plus. Je me suis mis au foil électrique. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que pendant des années j'ai conduit des engins à piston et à combustion et maintenant je mène des engins électriques. Mais ce qui m'a le plus amusé quand même, c'est avec mon pote Emilio, que je connais depuis 30 ans, avec qui j'ai fait toutes les compétitions de jet ski. Pendant des années, on parlait guidon, colonne de direction, compression, culasse, joint de culasse, échappement, rapport volumétrique. Maintenant, on parle courgette, radis, concombre, pastèque. Et on fait notre potager et on vient se donner des coups de main chacun autour de notre potager. Voilà. La vie s'écoule tout doucement et j'ai cette chance d'avoir une vie qui s'écoule proprement, sans accroc. Puisque vous parlez de ça, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que la voiture électrique, c'est la mort de ces garages? Je vais pas partir là-dessus. Pour moi, la voiture électrique, c'est une utopie. Regardez encore cette casse à batterie qui a cramé il y a pas longtemps. J'ai été ferrailleur il y a plus de 30 ans. Et déjà, il y a 30 ans, quand on nous amenait les premières batteries, on savait pas quoi en faire. Et je suis retourné à la ferraille que j'ai eue pendant des années. J'ai retrouvé des batteries qui étaient en stock il y a 30 ans. Donc la voiture électrique, oui, pourquoi pas. Mais c'est surtout un lobby, ça permet de faire gagner de l'argent à beaucoup de personnes. Et puis il y a une hypocrisie monstrueuse. On nous dit il faut sauver la planète, il faut rouler à l'électricité, mais n'oubliez pas, il faut surtout rouler à l'euro. Donc dès que ta voiture est un peu lourde, on te rajoute des taxes. Non, il y a un moment, faut s'arrêter, quoi. Il y a un moment où on prend les gens pour des cons, mais on dit aux gens, on n'en a rien à foutre de la condition météorologique et écologique. La seule chose qui compte, c'est le pognon qu'on peut rapporter. Et moi, ma formule là-dessus, c'est l'écologie s'arrête là où l'économie commence. Bon, jolie formule. On vous retrouve donc sur RMC Découverte dès ce soir, absolument, 21h10, SOS Garage. Vous pouvez regarder votre livre, émouvant, Je m'appelais Franck, qui est paru chez XO. Et merci, et puis soignez-vous, portez-vous bien, Vincent. Je vais me recoucher direct. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, merci de m'avoir accueilli. Génération Les Enfants du Rock. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. 1, 2, 3, 4. Voilà, si vous êtes un enfant du rock, vous aurez reconnu le générique. Et le générique, c'est Valérie? Le générique. Oh, mais c'est Cure, oh là là. Cure, oui. Non, je pensais que.
Stéphane Bermignot et Yann Graland, vous êtes tous les deux réalisateurs de ce documentaire La génération des enfants du rock. Alors attention, c'est pas comme Taratata, c'est pas un best-of des meilleures émissions des enfants du rock, c'est vraiment ni un doc sur les enfants du rock. Ni un doc sur les enfants du rock, mais c'est cette génération des années 80, c'est assez large d'ailleurs, et sur tout ce que cette musique a suscité au cœur de la société. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être. C'est un état d'esprit, en fait, d'être rock et d'être un enfant du rock dans ces années-là. Et ça raconte cet état d'esprit-là avec cette époque très charnière, en fait, entre 1977 et l'arrivée des punks et la chute du mur de Berlin et en 89 et une sorte de nouveau punk avec les Berus, avec les Ruriers Noirs et tout ça. Donc c'est toute cette période charnière qui est plus qu'une décennie à mon avis, qui est vraiment charnière entre les 30 glorieuses et tout ce qui se passait avant, une sorte de détente absolue, et la suite qui est arrivée après dans les années 90 et qui se poursuit aujourd'hui en fait. Donc c'est une période qui est en pleine recherche et donc assez libre parce que voilà. Oui, et puis à la fois une certaine liberté de plaisir. On était dans une époque de plaisir et surtout l'arrivée du clip qui a tout changé pour la diffusion de la musique en fait. Et ça donne une nouvelle dimension à la musique, l'image. Alors encore une fois, on est embarqué parce que la réalisation, franchement, elle est formidable. On vous l'a dit hors antenne, c'est hyper moderne. Et alors que vous nous disiez que vous aviez réalisé un peu sur le même modèle, évidemment, vous êtes des spécialistes de ce type de documents autour de la musique. On pense très fort à Pascal Fornieri qui est allé au départ de cette idée. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Oui, il est Pascal qui est un très 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 bon ami à nous et on poursuit en fait avec ce documentaire-là ce qu'il a fait avant avec Yann sur Salut les copains et avec la même énergie, le même rythme, le même concept aussi de n'utiliser que des interviews sans les filmer. En off, c'est ça qui est parce qu'il y a un ton très différent quand on entend Lio, Caroline Loeb, entre autres, on entend au début qui sont là tout au long du doc. Il y a une forme de naturel et de spontanéité qu'il n'y a pas dans ces interviews face caméra avec le fond noir. Un peu formaté. Là, il y a quelque chose d'assez spontané. Ah oui, ça permet de ne pas les filmer, sans caméra, sans maquillage, sans lumière qui nous gêne. On est assis là dans les petits fauteuils, on discute, il y a juste un ingé son qui allume ses petits micros et c'est vrai que on est plus dans une conversation qu'une interview. Et ça permet des propos qu'on n'a pas plus toujours. Libre, beaucoup plus libre. Alors nos auditeurs réagissent. Pardon Gilles, je vous laisse la parole après. Les enfants du rock, nous dit Gilles, je me souviens dans les années 80, Indochine avait tourné une séquence dans mon lycée dans le 92. Ils étaient anciens élèves là-bas. Stéphane nous dit ma première grosse claque, c'est Iggy Pop dans Lâche-moi les baskets un dimanche. Ah oui, mais c'était un dimanche matin, c'était pas les enfants du rock. Et il nous dit ça nous donne un sacré coup de vieux en tout cas. Dimanche matin, c'était avant sans doute. C'était Chorus. C'était Chorus. Je connais pas quelque chose. Et moi, je voulais voir avec vous, Yann, est-ce que vous avez été voir des gens de cette époque-là? Est-ce que il y a beaucoup d'archives des enfants du rock dans ce documentaire ou c'est plutôt des archives que vous avez été chercher différentes? Non, il y a pas mal d'enfants du rock, il y a un peu de tout, parce que comme on commence en 77, on a déjà tout ce qui est avant, donc on a du Chorus, l'émission que faisait Antoine Decaune dès les années 70, où c'était des concerts. On voit Téléphone très jeune, les gens de Téléphone. Bien sûr, qui est déjà là, bien sûr, qui commence dans le 76, 77, qui arrive et qui va exploser et qui va bouleverser le rock français. Des enfants du rock, on a quand même pas mal de choses. Grossièrement, sur sur 110 minutes, on a plus d'une heure qui viennent de l'INA en fait. Après, on a d'autres choses. On a été chercher dans des captations. Un réalisateur qui a fait une captation uniquement d'un concert, d'un petit festival en 78. Enfin bref, il y a des archives de Belgique, de chez Gaumont Pathé, les différentes sources qu'on peut utiliser. Mais il y a pas mal d'enfants du rock. Les enfants du rock, l'avantage, c'est que c'était plusieurs émissions en fait. Sous le nom Enfants du rock. Oui, c'est ça. Il y avait Jackie. Alors il y avait Ouba Ouba avec Antoine Decaune et Jackie. Il y avait Sex Machine avec Dionne et Manœuvre. Il y avait Rockline par Bernard Lenoir.
Il y avait Haute Tension avec par Alain Burros. Il y avait plusieurs. Parce qu'elle était très variée cette musique des années 80. Parce que je dis les enfants du rock, c'est vrai que quand on pense, Gilles évoquait Caroline Loeb, mais il y en a d'autres où c'est pas hyper. Non, ça peut paraître rock. Un peu curieux d'avoir Jeanne Masse par exemple. Appelé Jeanne Masse, d'avoir appelé Lio avec Bernie Bonvoisin, Louis Bertignac, tout ça. Mais en fait, au final, et c'est presque c'est pas une surprise, mais c'est en tout cas un contentement. On a cet esprit rock qui les traverse tous et toutes, en fait. Est-ce que les années 80, c'était la génération du plaisir? Vous commencez par des images, d'ailleurs, en boîte de nuit au Palace, on a toujours l'image d'Ardisson et tout ça au Palace. Est-ce que c'était cette époque-là où on savait s'amuser? Est-ce qu'on n'a pas perdu le goût de s'amuser à notre époque? Je pense qu'on s'amuse à toutes les époques, mais c'est vrai que le début, en tous les cas, des années 80, la première partie, pré-SIDA, on va dire, il y a ce que je disais un peu tout à l'heure, il y a une sorte de recherche de quelque chose, un entre-deux qui fait que cette liberté-là, elle est un peu folle, quoi. Les jeunes se cherchent et puis s'autorisent plein de choses, quoi. Après, dans la deuxième partie des années 80, c'est un peu plus compliqué. Vous montrez d'ailleurs beaucoup plus policier. On voit le changement, on voit le basculement d'ailleurs. On le voit assez bien. Et il faut rendre hommage à Pierre Lescure quand même, qui a amené cette culture-là, parce que et on voit Léon Zitrone qui connaissait rien du tout. Il est à la base de tout, Lescure. C'est vraiment Pierre Lescure qui a et puis Blanc-Francard aussi après qui a continué. Yann. Non, oui, les Lescure, c'est ça qui est marrant, c'est que je trouve quand les enfants du rock, quand on regarde ceux qui faisaient les enfants du rock, on les retrouve sur Canal après. Oui, absolument. On trouve les manœuvres, les Antoine Decaune, Lescure, De Greff, tout ça. Est-ce que Valérie, vous avez été jusqu'à la fin du doc? Oui. Et alors moi, ce que j'ai aimé, c'est la petite pépite dans le générique où vous avez j'ai un trou de téléphone qui Bertignac qui dit je ne comprenais pas les paroles que je chantais ou que j'écrivais et il comprenait pas les paroles que Aubert écrivait. Pas toutes, mais Julien Clerc avait dit ça aussi de Rodagil, sur certaines. En disant je chante, mais je sais pas. Aujourd'hui encore, il ne comprend pas certaines paroles. Il ne comprend pas certaines paroles. Oui, mais elles sont. C'était amusant de le mettre à la fin dans le générique, mais ça m'a fait beaucoup rire. Ces paroles, donc. L'émission en tant que telle, elle n'a jamais été remplacée. Il n'y a jamais eu de tentative. Il y a eu Rapido après avec Decaune qui a poursuivi dans les années 90. Et puis en effet, je pense que en fait, l'ADN des enfants du rock qui démarre aussi avant, quand même, c'est la même équipe avec Chorus et tout ça. Ça se poursuit, comme disait Yann, chez Canal, en fait, chez Canal+. Cette musique-là, cette tonalité des années 80, même si c'est très varié, elle est assez différente de tout ce qu'on a pu entendre aussi. Et ça a été la naissance, de peut-être Yann, de grands chanteurs, de grandes chanteuses. Oui, c'est comme on dit au début, c'est pour ça qu'on commence avec les punks. Les punks renversent tout. On remet le compteur à zéro et on repart. Et ça permet d'amener des groupes comme Téléphone où on n'est pas obligé de savoir forcément jouer, d'avoir fait le conservatoire et machin, de faire des trucs au synthé. D'ailleurs, en parlant de synthé, il y a aussi de la musique synthétique qui va arriver, la sonorité. Certains la rejettent un peu, mais finalement, c'est pas mal aussi. C'est fort. Donc, tout ce qui est Taxi Girl, tout ça, va avoir son importance. Dépêche Mode et compagnie, oui. Je vous propose de mettre un petit téléphone pour se mettre dans l'ambiance. Si par malheur au cœur de l'accélérateur, je rencontre une particule qui met de sale humeur. Vous pouvez commenter. Dans l'attitude rock, on disait, comme dit Bertignac, on n'est pas obligé d'avoir un blouson noir et une moto pour être rock. Donc rock, là, c'est comme on dit un état d'esprit. C'est pas une caricature forcément, une image précise. C'est très très large en fait. C'est vrai qu'on s'est pas mal amusé aussi parce que c'est devenu un documentaire personnel parce qu'on parce que vous l'avez vécu. Mais c'est ça, c'est que je pense que tous ceux qui ont vécu cette époque-là, vraiment on se plonge dedans et on est happé par encore une fois la réalisation qui est très importante dans le doc et puis par les musiques. On a un plaisir fou à les retrouver. Je crois qu'on a la bande-annonce aussi. Vous voulez écouter la bande-annonce? Alors on écoute la bande-annonce. Non, il est pas prêt. Du rock, la musique de rock. Il y avait l'émission Les enfants du rock. Bonsoir. Il s'appelle 13, téléphone. Il y avait les fans. Les enfants du rock, là, il y avait 1h30 de musique. Je regardais beaucoup ça. J'aime les enfants du rock. Il y avait les stars. Ils sont là. On avait 20 ans, donc j'avais envie de marquer le coup.
Et surtout, il y a eu la génération des enfants du rock, vendredi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Alors, c'est pas vendredi à 21h10, hein, c'est la bande-annonce qui a été diffusée. Ça a été diffusé vendredi dernier, mais c'est disponible sur le replay de France TV. Et il va y avoir des rediffusions sur France 10 TV, mars sur à France 15h. Ça, c'est vachement bien parce que tout le monde va pouvoir regarder les papis du rock qui veulent pas regarder celle de jeudi, c'est-à-dire après-demain dans la nuit à 0h40. Ça va être un peu tard pour nous. Voilà, mais en tout cas, le dimanche 15h, ça va être dimanche 10 mars 15h et puis sur le replay évidemment ça va vous plonger. On a entendu Francis Cabrel, il fait partie de cette génération aussi. Ah oui, bah, il est rock. C'est un artiste rock, hein, donc il est pleinement. Vous avez fait un doc formidable sur les sportifs et leur psychologie et non, vous n'avez pas fait ça? Je dis une bêtise. Bon, voilà, c'est un autre réalisateur. C'est tombé à côté. Il y en a qui ont Emmanuel Lebert, non? Ils ont tous gardé des bons souvenirs de cette époque. Enfin, on le voit dans le doc. Ah oui, globalement, oui, quand même, ouais. Oui, en plus, eux, c'était aussi leur jeunesse, hein. Finalement, comme le dit Bernie, mon voisin, il en a bien profité, le succès, l'argent, les filles, comme il dit, l'alcool et tout ça. Mais ce qui ressort du truc, c'est quand même cette liberté qu'il y avait, cette folie. Il y a vraiment, c'est un moment très particulier, ces années 80. En 80, il y a une libération aussi, en 80, en mai 80, il y a Peter Rock qui arrive, tout le monde a plein d'espoir. Et tout le monde a un peu une euphorie, donc on va vivre là-dessus pendant quelques années quand même. Après, ça va retomber un peu, mais on va un peu désenchanter. Mais beaucoup d'auditeurs nous disent de la vraie musique, pas de la soupe comme aujourd'hui. C'était mieux avant. C'était différent. Par contre, vous disiez, il n'y a plus le créneau effectivement du samedi soir, où c'est vrai que moi, j'étais ado, j'ai découvert plein de musique. Mais il n'y a plus d'émissions musicales. Le dimanche soir, une fois que le Champs-Élysées était passé, les parents, les jeunes étaient devant la télé à 10h30, 11h. On a parlé de jeunes écoutent aujourd'hui la musique des années 80. Oui, c'est vrai. Et puis même la tournée des années 80 était un succès de dingue. Alors c'est moins enfant du rock. C'est moins enfant du rock, oui. C'est un petit peu plus pop, un peu plus. C'est plus variété. Merci à tous les deux, Stéphane Bergougnou, Yann Graland. Merci à tous les deux. Encore une fois, la génération des enfants du rock. Vraiment, regardez ce doc sur le replay de France Télévisions, dimanche 10 mars 15h. Et puis dans la nuit de jeudi à vendredi 0h40 si vous êtes un insomniaque. Voilà, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour les débats.